ce cas de Tiznit nous intéresse tout particulièrement parce que c'est une ville qui a connu une transformation radicale. Une transformation extrêmement rapide, hein, c'est un petit hameau de la plaine de la Zarar qui est extrêmement récent, mais qui va, par le choix politique, devenir une ville, une cité sultanienne à partir de 1882, puis ensuite devenir un chef de province, connaître une croissance démographique extrêmement rapide. Or, au sein de cette communauté al-Tiznit, se pose la question justement de l'eau. C'est-à-dire que la cité de Tiznit, hein, sur une nappe phréatique donc profonde, et va donc naître autour d'une source d'eau, alors que la pluviométrie est particulièrement faible, puisque nous sommes dans un climat subaride. Alors, pour reprendre, nous avons cette image qu'il faut avoir en tête, c'est l'image de Tiznit en 1971. Nous avons ici une situation d'une ville qui est encore enceinte dans la muraille sultanienne de 1882, qui est articulée à son espace oasien, qui s'appelle Targa, et qui va avoir une extension donc, sur l'exploitation des ressources en eau par les crues, le trade, qui va s'appeler Atbal. Et en fait, Tiznit est donc fondée autour d'une source. Cette source, dont vous voyez une image de 1917, eh bien, est une source qui est au cœur d'un mythe. Et comme tout mythe, ce mythe est polysémique. Et ce mythe va amener à des conflits mémoriels. Mais en même temps, à ce mythe, qui est ce mythe de fondation, va se doubler d'une histoire. Cette histoire, elle est celle d'une société qui va décider d'exploiter cette ressource par un canal que vous voyez ici, et qui va se doter eh bien, d'un code de loi, que vous a présenté Salima, dont la dernière version écrite nous est parvenue en 1861. Or là, nous touchons avec quelque chose d'extrêmement sensible. L'hydraulique n'est pas seulement une technique. L'hydraulique, c'est un bien commun. Ce bien commun, cela signifie quoi? Cela signifie que l'hydraulique à Mazir, elle s'appuie sur une ressource limitée, l'eau, qui est clairement contrôlée, et donc elle est très clairement de débit, qui va être contrôlée par un ensemble d'individus qui sont aussi clairement délimités, et qui va avoir une modalité de gouvernance spécifique, notamment par des codes de loi écrits. Or, la puissance de ces biens communs, c'est qu'ils ne sont ni des biens privés, ni des biens publics. Ils ne sont ni sous l'autorité d'un pouvoir administratif hégémonique, ni sous la tutelle d'un individu ou d'un quelques groupes d'individus. Or, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils vont être porteurs d'une dynamique sociale spécifique, et que nous allons questionner ici dans le cas de Tiznit. Et c'est pour cela que je voudrais ici essayer d'esquisser un certain nombre d'hypothèses qui sont liées sur une observation sur la longue durée, avec énormément d'entretiens extrêmement approfondis qui ont été menés par Marc de Vigleri et Mohamed Mouslit, qui est ici présent, et Moustapha Louich, mais aussi tout un ensemble d'enquêtes qui ont été faites dans le cadre d'ateliers participatifs autour de cette question de la gestion de l'eau, pour voir comment les acteurs vont mobiliser des registres extrêmement différents. Le registre de l'histoire, le registre de la mémoire, et comment il va y avoir des éléments qui vont faire consensus et des éléments qui vont faire dissensus. Et aussi, à partir de ces éléments, comment on vont s'appuyer dessus pour construire un futur, notamment dans un programme de développement urbain qui se veut durable. Alors, pour revenir sur l'histoire de Tiznit, nous avons donc une source, et cette source, elle constitue un point particulièrement intéressant, c'est que si on sait qu'elle a été découverte, donc sans doute par une femme qui est la Lasnénia, qui veut dire la femme de la source, c'est une allitération de Isni, Ifni, qui veut dire la mare, eh bien, l'exploitation de cette source n'a pas été possible immédiatement tant qu'il n'y a pas eu un investissement humain extrêmement important, parce que la source est une résurgence karstique, et que cette résurgence karstique est dans un lieu un peu plus bas, et qui nécessite un investissement particulièrement important pour creuser une cala et arriver à irriguer des terres qui sont donc à plusieurs centaines de mètres au nord. Par conséquent, nous savons que par les archives, la communauté des Al-Tiznit va être extrêmement restreinte jusqu'au XVIe siècle, ne représentant que
1500 habitants à peu près, et qu'il faut attendre un investissement important du royaume du Taserwald, qui se constitue autour des routes commerciales donc transsahariennes, pour réinvestir l'argent de ce commerce dans un programme d'investissement important et constituer sans doute cette première tabat donc au XVIIe siècle, qui a été documentée par Paul Pascal. Mais l'effondrement de ce royaume du Taserwald, qui avait eu la mauvaise de capturer Moulay Shrif, c'est-à-dire le fondateur de la dynastie alawite, ce qui a amené une petite vengeance de son fils, a été complètement disloqué à partir de 1667, excusez-moi, et à partir de ce moment-là, les investissements ont été réappropriés par d'autres communautés villageoises. Si bien que nous avons un ensemble de noyaux historiques qui vont se constituer autour de cette source, puis se développer en apportant en fait les ressources humaines nécessaires au déploiement d'un périmètre délégué. Puis en 1882, nous allons avoir le sultan donc Moulay Hassan qui veut rétablir son autorité économique sur la région, qui va constituer autour de Tiznit une enceinte fortifiée, faisant passer brutalement des communautés villageoises au statut de ville. Et si la situation extrêmement troublée de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ne permet pas le développement de cet espace urbain, qui va conserver des caractéristiques rurales, eh bien en fait, la colonisation, puis surtout à l'indépendance, on va avoir un processus d'urbanisation accéléré. Si bien qu'une description d'une cité-jardin articulée autour de ces droits d'eau historiques, on va basculer à une municipalité urbaine. Et ce qui nous intéresse, c'est que nous avons ici un code de loi de 1861 particulièrement reconnu parce qu'il a été utilisé comme modèle à la période coloniale des droits coutumiers, et notamment sur les droits d'auteur. Ce code de loi va être approprié par les acteurs contemporains pour constituer la mémoire de la première communauté politique des Altides, avec l'idée qu'en fait, il structurait l'espace précolonial autour de règles démocratiques qui étaient constituées non pas en démocratie individuelle, comme aujourd'hui où chacun est libre de choisir, mais en démocratie collective où chaque groupe allait pouvoir négocier, défendre ses intérêts autour d'une ressource particulière. Et donc, on voit une organisation de la ville de Tiznit qui se fait en continuité avec son espace dédié jardin pendant toute la période coloniale, avec des jardins qui se trouvent à l'intérieur de la ville, mais aussi à l'extérieur de la ville. Or, il se joue un élément particulier. C'est qu'en 1912, en amont de Tiznit, à donc 12 km, vous allez avoir donc ici un agriculteur qui va perforer le chemin karstique. Et là, soudainement, d'une ressource en eau qui était considérée comme naturelle, on va avoir en fait une ressource en eau qui va devenir artificielle. Si vous découvrez le chemin karstique, n'importe quel agriculteur peut se permettre de forer et de chercher où coulait la source de Tiznit. Ce qui va être amené en fait à de nouveaux arbitrages, c'est-à-dire que l'on va avoir une eau qui était une eau destinée à l'irrigation, qui était une eau venant par ce chemin karstique, à des arbitrages politiques de répartition. Or, commence à ce moment-là une lente négociation, à la fois avec les tribus de l'amont, à la fois avec l'autorité donc sur la ville, et surtout l'autorité coloniale, pour répartir à nouveau ces droits. Et par conséquent, la ville va progressivement s'approprier les droits d'eau agricoles. C'est-à-dire que tout simplement, dans le cadre de la renégociation pour donc, la construction d'un canal qui va apporter l'eau à Tiznit, il va y avoir des parts qui vont d'abord être attribuées aux biens religieux, puis ensuite aux jardins coloniaux, puis ensuite aux administrations coloniales. Et si en fait la stagnation de la population de la cité de Tiznit jusqu'en 1956 à partir de 1975, lorsque la ville va être érigée au rang de province et qu'on va généraliser donc l'eau potable, eh bien en fait on va avoir l'eau d'irrigation historique qui va être donc totalement appropriée par l'Office national de l'eau potable et qui va à ce moment-là amener à une perte des droits historiques de la population.
Par conséquent, vous voyez sur ces deux images, entre 1971 et aujourd'hui en 2016, eh bien, on n'a plus qu'une toute petite partie du périmètre irrigué qui va être tout simplement par le reste du débit qu'on a sur la source 4 litres par seconde, ce qui est très très faible, alors que c'est plus de 26 litres par seconde. Dans ce contexte, on a une mutation complète parce que l'oasis va être menacée par un ensemble de points. Premièrement, parce que le périmètre est estimé, eh bien, va être limité non plus à la continuité intramuros et extramuros, comme ça a été précédemment, mais en fait, il va se limiter à un périmètre extramuros. Vous avez urbanisation de la ville, réduction des jardins au sein de la Médina, puis urbanisation de l'espace oasien, généralisation des gravats sur les espaces oasiens périphériques, déversement des poubelles qui traduisent l'hospitalité d'usage. Et en fait, ce que l'on observe sur les jardins en 1971, qui étaient importants dans la Médina et en sein de la Médina, en fait, va se traduire par une réduction très forte de cette activité et un déplacement de l'activité vers le nord sur des stratégies individuelles. Donc, vous voyez bien ici comme on était en 1975. Voilà la situation que l'on a en 2015. Donc, on a un périmètre en pleine perte de vitesse, avec en revanche un redéploiement sur des ressources individuelles. En fait, on voit que le puits se généralise, le collectif semble s'effondrer, la CEDIA joue un rôle de plus en plus faible. Et on voit que les deux systèmes, le système de la Targa, qui veut dire la CEDIA en arabe, qui désigne à la fois, ce qui est intéressant, le canal, mais aussi la irriguée, et bien laisse place au système du mangrove, c'est-à-dire le puits individuel, qui permet par ailleurs d'avoir une transformation en termes de performance sur lequel on peut mettre motopompe sur la nappe, puis ensuite développer des infrastructures, notamment de l'irrigation au bouteille. Et on voit bien comment vous allez avoir un redéploiement de l'activité, alors sur des images dans le SAT, avec une définition très faible, qui va se faire autour des pays. Mais là, il se joue quelque chose qui nous intéresse particulièrement, c'est que la communauté des ayants droit ne va jamais renoncer à son droit historique sur lui. Phénomène extraordinaire, parce que, en fait, lorsque l'on fait les entretiens avec l'ensemble de cette communauté, ce sont les gagnants de l'urbanisation. Ceux qui avaient le terre, qui ont pu lotir et faire des fortunes. Par ailleurs, ils ont profité de la première politique de scolarisation dont ils ont pu devenir cadres dans la fonction publique. Et vous avez en fait, par ailleurs, les deux réseaux de commerce de Disney qui s'étendent et ils vont devenir, pour certains, des fortunes colossales. Malgré cela, ils vont continuer à venir réclamer leurs droits. Et surtout, revenir sur le récit historique. Ce récit historique étant maîtrisé à la fois par les hommes comme par les femmes. Revenir sur le problème de 1912. Revenir sur toutes les étapes de négociation entre le cahier des Houlet de Gérard et la colonisation, les arbitrages de 1926, les négociations au moment de la fondation de la province en 1975 et exiger un retour de cette eau collective. Alors que les perspectives économiques de cette eau collective sont totalement ridicules par rapport à leur niveau de fortune. Et là, ça nous interroge sur qu'est-ce que cela signifie, en fait, d'avoir cette mobilisation d'histoire. Chaque réunion où on commence à discuter, quelqu'un tape et dit « Vous ne pourrez pas commencer votre réunion si vous ne connaissez pas l'histoire. » Silence religieux, et nous avons droit à l'histoire. Le récit est construit comme, on va dire, un motif récurrent de la mémoire collective. Qu'est-ce qui se joue? En fait, il se joue quelque chose autour de la question de la citoyenneté. C'est la revendication non pas d'un droit individuel, mais d'un droit collectif, qui rappelle qu'on est un ayant droit, qu'on participe d'un collectif plus important, entre égaux et ayant droit autour de cette question de la ressource. Et que la dépossession par les pouvoirs publics, parce qu'il y avait une consultante qui à un moment leur dit « Écoutez, vous l'avez vu, vous êtes devenus des gens de bien, et donc ne venez pas revendiquer toujours le droit. » Argument irrecevable, parce que derrière cette collectif, ce n'est pas le droit, mais le collectif, le bien commun, la capacité de pouvoir
pouvoir se mobiliser ensemble pour négocier sur une ressource qui serait financier. La question de l'activité agricole, pour certains, est une activité uniquement, on va dire, de hobby farming, c'est-à-dire des retraités qui ont fait leur fortune à l'étranger ou dans le reste du Maroc, ou qui sont des fonctionnaires, ou qui sont des commerçants, et qui vont venir pratiquer le jardin. Mais c'est un moyen de rappeler qu'il y a une institution de gouvernance, et surtout d'exiger des pouvoirs publics une reddition de comptes. Par conséquent, si on voit que l'activité agricole, en fait, est particulièrement développée dans la zone qui ne concerne plus le périmètre, la Targa, eh bien, en fait, c'est là où va se poser toute la question des ayants droit. Mais pas seulement sur cela, sur aussi un nouveau dispositif qui est la station d'épuration. En fait, il y a eu l'arbitrage qui s'est fait à partir de 1984, lorsque Tiznit a été raccordé au barrage de Tachkent pour l'eau potable, de réutiliser les eaux usées. Et en fait, c'était comme un retour de l'eau de la ville vers l'agriculture, et à partir de ce moment-là, de pouvoir disposer d'une nouvelle ressource, ce qui a permis le redéploiement du périmètre. Aujourd'hui, il y a une nouvelle station d'épuration qui s'est implantée plus au nord, et qui a été présentée comme étant le projet le plus donc abouti de réutilisation communautaire d'une eau, d'une station d'épuration qui devrait être traitée selon les normes internationales. La population de Tiznit s'est mobilisée depuis 2007. Et ils ont réussi à changer la loi nationale. Par la pression, le lobby constant, le harcèlement des administrations centrales, les arbitrages entre l'Office national de l'eau potable, le ministère de l'Agriculture, l'agence de bassin, le relais par les élus et la société civile, la loi de 2015 a changé avec celle de 1975 et a intégré l'idée qu'on avait l'utilisation de ressources non conventionnelles, et on a défini un nouveau statut de cette ressource avec un nouvel organigramme, on va dire, administratif. Malheureusement, les populations techniques, jusqu'à aujourd'hui, leur système ne fonctionne pas. Tout simplement parce que s'ils ont réussi à changer la loi, il reste encore un certain nombre de problèmes techniques. Mais ils ne se démobilisent pas. Parce que tout simplement, c'est la négociation collective qui va faire exister ces éléments de droit, qui va leur permettre de partager un horizon commun par rapport à une gestion du territoire. Et si la dimension agricole est totalement secondaire, puisqu'elle concerne même pas 1,5% de la population active du Tiznit, et qu'aujourd'hui vous n'avez que 49 agriculteurs véritablement pleinement actifs, c'est un moyen de rappeler que l'on a une origine de Tiznit, de former un club d'individus qui vont avoir un même horizon de pensée. Et à partir de ce moment-là, on voit bien comment va se dérouler un langage technique et comment même ceux qui vont être présentés comme des agriculteurs occasionnels vont se lancer dans des performances agricoles pour assurer leur statut. On a donc là une situation extrêmement intéressante, c'est que l'histoire va devenir un des moteurs du collectif et d'expression citoyenne. Mais en même temps, il y a une deuxième histoire qui nous amène sur la question du dissensus et de représentation culturelle. C'est que cette source, qui est la source bleue, a été découverte par une femme. La laisse mourir. Et là, les questions de l'histoire vont... le mythe va amener une politique. Premièrement, elle est identifiée comme une femme, une de haute lignée, qui va décider de quitter sa communauté pour aller s'installer dans une zone de défense. Est-ce qu'elle a fui? Est-ce qu'elle était avec on va dire, son groupe? Ce sont des débats qui sont apportés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit tout simplement dans le mouvement aussi des ribats, c'est-à-dire tout simplement de personnes qui vont se mettre dans des zones non peuplées pour aller sur des zones de prière, et qui est un moment très important de l'histoire religieuse de cette région. Et elle va donc s'installer autour d'un point d'eau qui aurait été découvert par Sachinem, et vivre ensuite une vie de prière, et elle va être enterrée à Clairvaux. Cependant, cette histoire va être complètement manipulée, de venir au cœur de l'histoire de Tiznit. Parce que Tiznit, c'est la ville qui va choisir le plan du sultan. C'est la ville qui va être la ville coloniale à partir de 1917, alors que toute la région est en résistance par rapport à la colonisation. Et à partir de ce
moment-là, on voit se diffuser un autre propos sur qu'est-ce que va devenir ce mythe. En fait, il y a un jeu linguistique qui va être fait par les oulémas, les docteurs en religion, qui vont arabiser le nom de Znini. En fait, ils vont faire un rapprochement linguistique avec zna, qui signifie l'adultère, et à partir de ce moment-là, ils vont transformer Tiznit, qui en fait était la petite mare, en ville de l'adultère. Pour une raison très simple, c'est parce que c'est la ville qui a choisi le plan opposé. Parce que aussi c'est une cité garnison. Et que l'on voit à partir de 1926 un dimorphisme sexuel très important. Vous avez 1000 femmes musulmanes qui sont présentes par rapport aux hommes et qui sont sur des femmes qui sont entre 18 et 45 ans. Ce qui signifie qu'on a une surreprésentation féminine et qu'on a le développement aussi d'une prostitution au sein de la ville. Ce qui va amener à ce moment-là un discrédit sur la source. Au même moment, la colonisation, elle, essaie de promouvoir la destination touristique de Tiznit et va faire de ce site un lieu mythique de visite touristique au sein de Tiznit qui doit devenir un exemple de cité-jardin sacré. Et la colonisation décide donc de faire un ensemble d'aménagements. On voit ici, en fait, détruire le bassin initiaux, faire une voie de marche, et vous allez avoir en fait un nouveau dispositif avec un changement de nom de la source qui va devenir la source bleue, qui sera à son tour traduite en arabe Ain Zafka, alors que l'appellation qu'ils utilisent c'est plutôt la vieille source, c'est la ville. Et on voit à ce moment-là la diffusion d'images de cartes postales que vous voyez ici. Et dans ces cartes postales, on voit une folklorisation, notamment avec les tenues traditionnelles et les bijoux. Cette folklorisation va surenchérir sur le rapport au féminin et qui va amener en contrepartie une réaction qui va être une réaction masculine, amenant à clôturer le bassin pour qu'il ne soit plus accessible par donc les femmes qui pratiquaient tout un ensemble de rituels de fertilité, notamment lors des mariages, pour désigner la jeune fille qui accompagnerait la mariée. On jetait un certain nombre de déchets de plats que l'on avait avec un bracelet en argent, que l'on récupérait. On allait avoir aussi le premier pain qui était offert par la jeune mariée à sa famille lorsqu'elle revenait de chez son époux qui se faisait avec l'eau de la source. Tout cela est arrêté, clôturé, pour en faire un espace uniquement masculin, dédié à l'éducation, et pour, en fait, détruire la notion du mythe féminin. Avec un ordre moral qui s'installe donc sur Tiznit à la période indépendante. Or, ce qui est très intéressant, c'est que les images vont perdurer, mais il y a un projet qui est porté par la municipalité en 2013. La municipalité décide de réinvestir le centre le cœur de la Médina et de réouvrir en fait cet espace à une dimension d'espace public en faisant une relecture patrimoniale. Or là va se jouer à nouveau un conflit idéologique particulièrement important. Parce que si le projet est en fait de réouvrir un jardin, de rendre l'eau accessible à la demande d'un ensemble d'individus qui disaient que l'imaginaire pour eux de la source, c'était aussi d'entendre de l'eau, qu'il fallait de venir redonner une image à une eau qui avait été profondément transformée, dans une pure création architecturale, et qu'il fallait faire un espace public qui soit accessible aux plus précaires, dans le cadre d'un diagnostic qui avait été fait sur la Médina, mais aussi d'un projet porté par la municipalité depuis 2003, qui était ciblé les femmes avec enfants. Eh bien, on va avoir le retour du débat idéologique, avec l'idée que si on remet en valeur le site, pour certains, donc là c'est un conflit au sein de la municipalité, il fallait le fermer, l'ouvrir aux touristes et surtout pas aux pauvres qui sont là. Et ce qui se cachait derrière et qui a été fortement mis en avant par les derniers travaux de Marc et de Mohamed eh bien, c'est que tout simplement, on a eu une appropriation immédiate de ce site, notamment là, ce sont les premières images lors des soirs de Ramadan, amenant une fréquentation extrêmement importante, une relecture historique par les panneaux qui sont en place, un dispositif de jeu, mais aussi, soudainement, un contact de nouveau avec l'eau. Et dans ce contact nouveau avec l'eau, ce qui est intéressant, ce sont des femmes qui venaient d'un repas collectif qu'elles avaient fait sur le tombeau de Lala Znini. En fait, on s'est aperçu
qu'il y a une réminiscence, et qui ont été observées très rapidement, des autres mythes alternatifs. Premièrement, on a vu un retour d'un certain nombre de rites sacrificiels. Présence de sacrifices faits, trace de coq égorgé, enfin de égorgé, nous n'avons pas de sexe bestiole, mais nous savons que c'est un poulet, d'œufs qui sont jetés dans la sauce, mais aussi un discours d'un certain nombre de personnes qui vont se sentir attachées à la sauce, en disant qu'ils se sentent proches de la sauce, qu'il y a un retour aussi des esprits toniens, des genoux qui sont autour de cette sauce, de la question de la fréquentation de cette source par des choufliards, donc c'est-à-dire des voyantes. Mais quand on va avoir des entretiens menés sur la longue durée, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une mémoire générationnelle. C'est-à-dire que les individus qui développent ce type de discours vont raconter que leurs grands-parents étaient généralement au cœur d'un ensemble de rituels. Ce qui va amener en fait à avoir ces mémoires de l'eau, auxquelles on a attribué une qualité spécifique, et qui est une qualité, alors que certains peuvent qualifier de magie ou de génie, qui va participer d'un réenchantement de la société. Alors, ce qui nous intéresse, et je voudrais revenir là-dessus, c'est que ce réenchantement de la société ne va pas toucher qu'un certain nombre de groupes que l'on pourrait considérer comme marginalisés. Certaines femmes, certains hommes qui se présentent eux-mêmes comme descendants d'esclaves, rappelant des liens anciens avec la Zawiya de Sidi Abdel Moussa et la famille Gulir, c'est que ce réenchantement va toucher aussi nos agriculteurs. En fait, pourquoi? Parce que Tiznit, dans les projets qui sont proposés, dans le cadre de la nouvelle ressource en eau, il y a l'idée qu'on pourrait faire un arbitrage très simple de productif, qui est tout simplement l'élevage bovin avec luzerne et qui est intégré au réseau COPAC, permettant véritablement une dynamique économique extrêmement intéressante. Sauf que dans les revendications lors des ateliers, il y a aussi l'idée qu'il faut absolument soutenir les plantes médicinales. Et tout particulièrement la menthe, la coriandre, le céleri, mais tout particulièrement la menthe. Or, il est difficile de produire de la menthe si vous n'avez pas une eau de qualité, parce que tout simplement, il y a des normes. Or là, la demande est de labelliser la menthe de Tiznit. Mais quand on s'interroge, pourquoi la menthe de Tiznit? C'est que la menthe de Tiznit, elle participe d'un rituel qui est ce rituel du thé à la menthe de Tiznit. Le thé à la menthe de Tiznit, c'est un peu la Madeleine de Proust des Tizniti. C'est-à-dire que les Tizniti ont connu une émigration très précoce. Dès les années 20, vous allez avoir énormément de personnes de Tiznit qui vont partir dans le nord du Maroc, qui vont partir en Europe, à Paris. Mais en même temps, Tiznit est aussi le dernier point urbain de la colonisation, avec une ligne de car Tanger-Tiznit, qui est la première ligne de l'historique CTR. Et en fait, il y a l'idée que beaucoup de produits circulaient, notamment parce que ces cartes étaient assez rapides, notamment la menthe, qui était vendue ensuite par le réseau des boutiquiers de Tiznit, qui n'étaient pas forcément Tiznit, qui pouvaient être de Taflaout, les environs ou autres, mais qui faisaient circuler cette menthe produite à Brigel, produite à Tiznit. Et il y avait l'idée pour beaucoup de jeunes Tizniti, quand ils allaient revenir, il y avait l'idée de s'arrêter de boire un thé à la menthe à Tiznit. Alors je vous ai mis une image qui en fait révèle aussi une dimension. C'est qu'il y avait beaucoup de maisons de thé avec ces donc chanteuses de Tiznit, qui sont au cœur d'un patrimoine matériel extrêmement important, parce que c'était elles qui portaient, eh bien, pour tous ces immigrés, tous ceux qui étaient en circulation, toute la tradition orale extrêmement riche. Il faut bien savoir que c'est à Tiznit que l'on a eu les premiers chanteurs marocains enregistrés sur 45 tours avec le grand H. Et qu'on avait une tradition aussi. Or, il y avait l'idée de s'arrêter et de venir boire un thé. Alors là, quand on a fait des entretiens qui demandent un certain point, c'est que tout simplement, il y avait toujours dans un cadre d'un maintien de forme de prostitution, non pas sur le quartier réservé, comme on a pu l'avoir à Casablanca, avec le quartier de mais avec une diffusion de petites maisons de thé qui revenaient à la pratique traditionnelle, où en fait on avait un certain nombre de femmes qui n'étaient pas en fait uniquement pour une question, on va dire, d'acte sexuel, de professionnel du sexe, mais qui incarnaient un moment
de musique et de tradition, de chant, d'entretien qu'on peut retrouver avec aussi l'expérience de la Tessaout. Et en fait, cela constitue une référence importante. Ce qui amène à un enchantement conjoint avec une volonté aujourd'hui de le réintégrer dans une dynamique agroécologique, c'est-à-dire de dire qu'il faut développer un produit labellisé dans un contexte urbain par rapport à un marché urbain avec l'idée de valoriser les plantes médicinales, mais qui s'inscrit dans une mémoire elle aussi tout aussi profonde que celle que l'on peut avoir autour de la source. En conclusion, quand on s'intéresse à la question de l'hydraulique, on ne peut pas écarter la dimension institutionnelle autour des hydrauliques, des acteurs et des parties. On ne peut pas non plus écarter la dimension du mythe, parce que c'est un tel miracle de découvrir de l'eau dans une zone aride, c'est un tel effort que d'organiser la gestion quotidienne de cette ressource rare, que forcément cela agrège les représentations mythiques et la représentation enchantée. Maintenant, si nous balayons d'un revers de la main cette dimension par rapport à la question d'une norme purement technique, comme nous l'appellent de nombreux on va dire, porteurs d'idéologie, qui sont en fait les orthopraxes, ceux qui disent qu'il y a une seule pratique légale et donc qui devrait être généralisée pour l'évocation de Dieu, on oublie ce qui peut motiver très profondément les acteurs. Or, ce sont sur eux que vont reporter les décisions de demain. Et c'est sur leur capacité à se mobiliser autour d'un bien qui est un bien rare, que l'on va avoir des institutions qui vont éviter les effondrements. Parce que la menace que l'on va avoir, et c'est la leçon que nous donne Hydraulique Papère, je reprends les mots de Salima sur ce point, c'est qu'aujourd'hui nous rentrons dans des situations où nous allons gérer la rareté. Et là nous avons une leçon, puisque même c'est sur cette hydraulique berbère, transposée en Espagne, que s'est construit des travaux de Oxfam sur les biens communs, qui font référence aujourd'hui pour réfléchir comment nous devons gérer la question de l'atmosphère et du changement climatique. Je vous remercie.